Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes qui sont ceux des Français dans leur vie de tous les jours. Les problèmes du chômage, ceux de la vie chère, ceux des complications administratives. Nous avons tous passé des soirées à remplir des formulaires compliqués pour nous apercevoir en fin de course qu'on avait oublié un alinéa quelque part. Le problème de la formation des enfants, de leur éducation, de leur avenir. Ce sont des problèmes graves, difficiles. J'ai à diverses reprises abordé ces questions au cours de la campagne et je regrette un peu que les grands moyens d'information s'attachent davantage, lorsqu'ils suivent ces campagnes, aux questions de politique politicienne un peu superficielles qu'à ce qui est la réalité de tous les jours. Lorsque j'entends les candidats, ou du moins certains d'entre eux, parler des solutions qu'ils voudraient apporter, je trouve que tout ça tient un peu du miracle. Si j'écoute M. Mitterrand, son élection sera suivie d'une sorte d'état de grâce, évangélique en quelque sorte, dans lequel les poissons et les petits pains seront multipliés comme dans les livres saints, sans qu'on ait à les payer. Pour M. Giscard d'Estaing, c'est autre chose. La politique qui a été suivie depuis 7 ans, et qui était bonne, mais qui a donné de mauvais résultats, va être de nouveau conduite pendant 7 ans, mais cette fois elle donnera de bons résultats. Quant à Jacques Chirac, lui c'est beaucoup plus simple. Chaque citoyen paie moins d'impôts et tout le monde reçoit plus d'argent. Je crois que les Français connaissent un peu la valeur des promesses électorales. Ces instruments à piper des voix. 2 cuillerées de soupe par-ci, une subvention par-là, et élisez-moi, je me chargerai du reste. Nous savons bien que si les programmes de Provins ou de Blois avaient été réalisés, nous serions tous dans l'euphorie et nos enfants auraient 30 000 crèches entre 1 et 3 ans. Nous savons bien tout cela et nous savons également que si un de ces hommes était élu, il nous expliquerait dans 3 mois ou dans 6 mois qu'il est absolument désolé, mais que la conjoncture a changé, que malheureusement il est tout à fait impossible qu'il tienne les engagements qu'il avait pris. Je crois qu'il faut être plus sérieux et plus réaliste. Il faut définir des orientations précises dans leur objectif, mais dont on sait que pour les réaliser, il faudra être pragmatique dans les moyens et dans le choix des hommes, compte tenu des circonstances. En ce qui me concerne, j'en donnerai 3. Pour redresser notre économie, faire en sorte qu'elle reprenne sa vigueur et que les Français aient du travail. D'abord, acheter français. Ensuite, redonner vie à nos régions. Et enfin, construire l'avenir d'après-demain en établissant des liens avec cette partie du monde qui se construit autour de nous et que nous ne regardons pas assez. D'abord, acheter français. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les entreprises françaises doivent pouvoir satisfaire la consommation française. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas. Depuis 10 ans, il y a environ 15% du marché intérieur français qui a été conquis par des entreprises étrangères. Et dans des domaines où ça n'aurait jamais dû se produire, parce que nous produisons les matières premières, par exemple le bois, par exemple les produits agricoles, et pourtant nous achetons les farines, aliments du bétail et autres biscuits à l'étranger. Par exemple les fruits et légumes, et nous achetons les conserves à l'étranger, par exemple les cuirs et peaux, etc. Alors pourquoi? Parce que nos produits sont trop chers ou pas d'assez bonne qualité. Alors il est bien évident que si nous continuons dans cette voie, nous serons obligés d'importer de plus en plus, ça nous coûtera cher, et d'autre part il est évident que les étrangers n'achèteront pas des produits dont nous ne voulons pas. Il faut donc que pour que notre économie se redresse,
nos entreprises soient dans des conditions telles qu'elles puissent satisfaire la consommation française. Qu'est-ce que cela veut dire de nouveau? Cela veut dire qu'il faut qu'elles soient compétitives et pour cela, qu'on puisse leur permettre d'abaisser leurs coûts de production et d'investir. Abaisser les coûts de production. Alors, il y a un élément des coûts de production qui n'est évidemment pas question de réduire, c'est la charge salariale, c'est-à-dire le salaire payé aux travailleurs. Et pas question de le réduire parce qu'en général, en France, il est plutôt moins élevé que dans les pays voisins comme l'Allemagne. En revanche, ce qui pèse très lourd, ce sont les autres charges. Les charges fiscales, sociales et financières. Les charges fiscales, tout le monde vous en parle. Parce que c'est tellement agréable de dire aux gens, vous savez, on va vous supprimer des impôts. En l'occurrence, il s'agit de la taxe professionnelle. Moi, j'ai tendance à penser qu'il aurait mieux valu pas l'instituer. À l'époque, ses auteurs, M. Giscard d'Estaing et M. Chirac, ont pensé que c'était un impôt absolument génial parce qu'il était sorti du cerveau de quelques inspecteurs des finances particulièrement compétents. Ben, on a vu. Alors maintenant, on nous dit qu'il faudrait la supprimer pour la remplacer par 2 points de TVA. Je crois que ça ne serait pas beaucoup mieux. Il est évident que ce serait une mesure inflationniste parce que ces 2 points de TVA se cumuleraient à divers stades de la production et donc au résultat final du produit, ça pourrait être 3 ou 4 points de TVA. En second lieu, cela peserait sur tous les consommateurs d'une manière assez injuste et enfin, ça priverait les collectivités locales de la moitié de leurs ressources. Non, je crois qu'il faut envisager une refonte générale de la fiscalité locale et envisager un impôt plus personnalisé et plus juste. Mais ce qui me paraît surtout important et dont personne ne parle, c'est le problème des charges sociales. Il faut bien voir que si les orientations de notre économie continuent comme elles sont actuellement, dans 4 ans, le budget social de la nation sera en déficit de 111 milliards lourds. C'est-à-dire, parce que ces chiffres sont tellement énormes qu'on ne se rend pas compte, de 200 milliards de centimes par semaine. Le double de ce que coûte actuellement le chômage, ce qui n'est déjà pas rien. Il est clair qu'une charge de cette nature est impossible à supporter aussi bien par les entreprises que par les citoyens. Voilà un problème posé. Comment l'aborde-t-on? Il faut évidemment augmenter les recettes et diminuer les dépenses et faire des choix. En faisant des choix qui ne sont pas injustes et qui ne soient pas des régressions sociales. Alors, j'ai indiqué quelques directions. D'une part, sensibiliser l'opinion publique au maximum en indiquant sur toutes les feuilles de paie le montant réel de la charge sociale. D'autre part, instituer un ticket modérateur pour le petit risque compensé par une mutualité privée ou d'État. Probablement limiter le remboursement à 100% selon les ressources financières des assujettis. Il n'est pas normal qu'on soit remboursé à 100% d'une tuberculose pulmonaire si on est milliardaire. Mais surtout, poser le problème de la refonte du système hospitalier, qui est un gouffre, parce qu'il n'est pas géré et parce que personne n'est responsable. Voilà un problème qui est posé et qui sera sur notre dos et sur nos épaules dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, si on ne l'assume pas maintenant. Les troisièmes charges qui pèsent sur les entreprises sont des charges financières. Alors là, c'est un peu plus compliqué encore parce qu'il y a un problème à la fois de confiance et de technique. Lorsque les entreprises doivent investir, elles peuvent le faire de 2 manières, soit en drainant l'épargne au niveau de leur capital, mais là, il faut que les Français aient confiance dans leur économie pour qu'ils acceptent d'acheter des actions, donc de participer au risque de l'entreprise. Actuellement, ils ne le font pas. Alors, les entreprises sont obligées d'emprunter sur le marché financier. Mais ce marché financier, il est drainé pour 90% par l'État et les entreprises nationales. Alors, les entreprises, elles ont ce qui reste, c'est-à-dire 10%. Et à des taux qui évoluent entre 15 et 20%. Aucune entreprise ne peut investir raisonnablement avec des taux de 15 à 20% à long terme. C'est donc la politique du crédit qu'il faut revoir, probablement la concurrence bancaire, l'encadrement du crédit qu'il faut modifier. Les banques sont faites pour être associées à la marche économique et pas pour gagner de l'argent. C'est une vérité économique. Je crois d'ailleurs, et nous aborderons là la deuxième orientation,
que ce problème, parmi d'autres, serait mieux réglé dans une approche régionale. Nous mourons de l'uniformisation. Je pense par exemple qu'au niveau de la région, il serait possible de drainer une épargne locale. On pourrait instituer des SICAV régionales, on pourrait faire des fonds de développement régionaux, on pourrait probablement injecter de l'argent de la Caisse de dépôt dans les sociétés de développement régional. Et il y aurait une utilisation immédiate dans des secteurs comme la construction, qui est réellement créateur d'emplois et à court terme, et qui par conséquent pourrait donner une solution immédiate à ce problème très urgent. La structure régionale pourrait être constituée autour d'un exécutif nommé par le gouvernement et d'une assemblée qui serait constituée par les représentants des cantons, les conseillers généraux, qui sont des hommes sérieux, compétents et réalistes. Et l'assemblée ainsi constituée aurait des pouvoirs larges en matière économique, sociale et en matière de formation. Qu'est-ce que vous voulez, quand même normal que s'il y a une mine de charbon dans une région de la France, on l'exploite localement, et puis si ça donne de l'énergie meilleur marché, il y a une entreprise qui vient se créer à côté. Enfin, c'est quand même normal, c'est la vie. Alors pourquoi ne pas vouloir le faire? Enfin, dernière orientation que je crois nécessaire, c'est de mener une politique d'investissement à long terme vers les pays en voie de développement. Ils ont besoin de nous parce qu'ils meurent de faim. Et nous sommes un pays agricole, à vocation agricole. Nous pouvons exporter vers eux d'abord nos produits, mais surtout nos méthodes, pour qu'ils puissent se nourrir eux-mêmes. Et nous créerons ainsi avec eux des liens qui feront que, ensuite, l'exploitation des matières premières qu'ils détiennent, qu'ils ne peuvent pas exploiter seuls, mais qui sont nécessaires pour eux comme pour nous, pourra être faite en commun. C'est une politique à la fois généreuse et indispensable, car si elle n'est pas menée, nous mourrons asphyxiés dans quelques années. Nous n'aurons plus de débouchés et nous n'aurons plus de matières premières. Acheter français, redonner vie aux régions, qui d'ailleurs pour moi devraient être beaucoup plus proches des provinces anciennes que des régions actuelles, trop artificielles. Investir vers les pays en voie de développement, pour eux comme pour nous. Voilà quelles devraient être, selon moi, les grandes orientations d'une politique économique tournée vers l'avenir, qui pourrait donner du travail à tous les Français qui le souhaitent et qui puissent se construire elle-même. Bien entendu, il faudra protéger certains secteurs de nos industries pendant ce redressement. Et alors, nos voisins le font bien. Ça n'est pas un protectionnisme institutionnalisé, ce sont des mesures de sauvegarde que tous nos partenaires utilisent. Alors pourquoi pas nous? Mais quelles que soient les orientations que l'on définisse, il y a un problème qu'il me faut aborder parce qu'il est grave, même s'il est difficile, c'est que la vie économique ne peut se faire que s'il y a une concertation franche et loyale entre les divers partenaires sociaux, c'est-à-dire les entrepreneurs, l'État et les travailleurs et leurs syndicats. Or, en France, cette concertation est faussée par la caractéristique d'un des principaux syndicats qui est la CGT. La CGT est un syndicat dont nous le voyons tous les jours. La manière dont il est conduit fait un instrument politique au service d'un parti politique davantage qu'un instrument de la défense des droits syndicaux des travailleurs. Je me réfère aux propos de M. Krasuki lui-même, secrétaire général adjoint, membre du bureau politique du Parti communiste. Il nous a dit, la CGT comprend 2 300 000 adhérents sur lesquels il n'y a que 200 000 communistes. C'est vrai, c'est-à-dire 8,6% pour être précise. Mais au niveau des dirigeants, il y a 88% de membres du Parti communiste, 88% pour 8,6% d'adhérents, appartenant d'ailleurs souvent eux-mêmes au bureau politique, M. Segui bien entendu, M. Krasuki bien entendu, mais d'autres dirigeants, au moins 4, qui ont le titre de affectés à la CGT au bureau politique du PC. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, il en est que le PC utilise la CGT comme un instrument de sa politique. Nous l'avons tous vu dans certaines grèves comme celle de l'EDF. Et nous le constatons
dans les propos actuels de M. Marchais, qui nous dit tranquillement que si le résultat des élections ne lui convient pas, il déclenchera des mouvements de masse en s'appuyant sur son syndicat. Nous constatons d'ailleurs les troubles que cela produit à l'intérieur même de ce syndicat. Alors c'est déjà grave, mais quand par-dessus le marché on sait que le Parti communiste français est un point d'appui de la politique étrangère de l'Union soviétique, c'est insupportable. Et il faut que ce problème soit posé. Et je crois qu'il faut, à ce degré de la discussion, aborder celui de la liberté que doit avoir tout travailleur français d'être candidat aux élections qui le concernent dans son entreprise, sans demander la permission à un syndicat officiellement reconnu. Si Valéza avait dû demander la permission pour fonder Solidarité, il n'y aurait pas eu de solidarité. Je sais bien que la situation en France n'est pas comparable, bien entendu, à celle en Pologne. Mais c'est un problème de démocratie. Je sais bien également quelles sont les difficultés pratiques auxquelles on se heurte, c'est-à-dire en fait l'éventualité de reconstituer un front syndical. Je sais ce que m'a dit un jour un ministre du Travail qui m'a dit, vous savez madame, ça c'est le dossier que tout ministre rêve de passer à son successeur sans l'avoir ouvert. Eh bien je crois qu'il faut l'ouvrir. Parce que c'est un problème de démocratie et un problème de dignité. Un travailleur français doit avoir le droit d'être candidat dans son entreprise pour les élections qui le concernent. Voilà, très rapidement, quelques-uns des problèmes que j'ai abordés au cours de ma campagne et dont vous n'avez guère entendu parler parce que je n'avais pas beaucoup de moyens. Alors je me suis exprimée dans des conférences de presse, dans des dîners-débats, dans des interviews, enfin comme j'ai pu. Mais je crois, vous voyez, qu'une campagne présidentielle doit servir à poser les questions qui sont rudes, mais qui sont nécessaires parce que ces problèmes seront sur nos épaules demain. Si on ne pose pas le problème du budget social de la nation, il faudra bien que nous payions, que vous payiez, et moi aussi. Si on ne pose pas le problème du crédit et de la politique monétaire que l'on adopte, il faudra bien que nos entreprises trouvent de l'argent quelque part ou qu'elles meurent, et elles meurent. Alors il faut aborder ces questions. Pour ma part, je m'y emploie. Et je pense que si dans ce débat, j'ai pu ouvrir certains dossiers difficiles, que personne n'ouvre justement parce qu'ils sont difficiles, j'aurais fait un peu progresser la vérité. Je crois qu'il y faut du réalisme, de la lucidité et du courage.